En fait, je rencontrais des personnes qui partageaient les mêmes préoccupations que moi. Et là, je me suis dit, il y a vraiment une conscience planétaire qui est en train d'émerger. Tu as tous les géants que je ne citerai pas de l'isolation classique, qui ont tout fait pour justement mettre des bateaux dans les roues. Et ça a été extrêmement long de mettre donc sur le marché cet isolant en France. Et ce qui est très important pour moi, c'est tout ce qui a trait à la neuroarchitecture et à la biophilie. Comment effectivement on construit et on habite le monde autrement, en étant beaucoup plus connecté à la nature et au vivant. Ces deux exemples-là, déjà, je pense qu'on sera déjà avec 2 premières mondiales parce que ça n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment faire la rénovation de cet endroit en mode chantier collaboratif. Hein, et je pense qu'on va apprendre énormément de choses. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Catherine Berthillet. Catherine est grand reporter à la télévision. Elle a travaillé pour Envoyé spécial, Zone Interdite ou encore Arte TV. Elle a aussi fondé le projet Chamengo, qui promeut les innovations vertes, sociales et sociétales au service d'un nouvel art de vivre. Et elle a suivi mon programme d'accompagnement Objectif Rénovation écologique. Elle nous partage dans cet épisode les innovations qu'elle met en avant dans un lieu démonstrateur étonnant, l'appart-école Chamengo. Elle parle ainsi d'un système de chauffage méconnu en France, des revêtements muraux uniques et de sa toiture végétalisée qu'elle a réussi à mettre en œuvre en plein centre-ville de Bordeaux. Elle présente aussi son nouveau projet, à savoir la rénovation écologique d'une vieille bâtisse, avec uniquement des techniques innovantes et le plus souvent uniques au monde. J'ai beaucoup aimé échanger avec Catherine et découvrir toutes les solutions innovantes qu'elle partage. J'espère que ce sera votre cas également en écoutant cette conversation. Bonne écoute! Bonjour Catherine. Bonjour François-Xavier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le podcast La Case Robinson. Je suis ravi de te recevoir pour parler d'habitat durable, d'habitat écologique et aussi beaucoup d'innovation aujourd'hui, puisqu'on va le voir, ça fait partie intégrante de la mission que tu portes à travers le projet Chamengo. On va donc en parler tous les deux. Et pour démarrer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter et nous dire ce que tu fais donc aujourd'hui? Oui, bah déjà, merci à toi de m'inviter pour ce podcast et bravo pour tout ce que tu fais, puisque je t'ai connu en suivant tes cours. Alors moi, qui je suis, Catherine Berthillet, tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes. D'abord, je suis journaliste grand reporter télé et je crois que je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. J'ai travaillé pendant 20 ans pour des émissions que certaines personnes connaissent, notamment 10 ans pour Envoyé spécial sur France 2, mais pas que, pour Zone Interdite, Arte Reportage, TF1 Reportage, beaucoup de cases documentaires pour France 3, France 5, etc., etc. J'ai adoré ma première vie. J'ai fait beaucoup d'investigations. J'ai eu la chance de décrocher plusieurs prix prestigieux. Et puis, un jour, me retrouvant dans un petit village en Inde pour enquêter sur des gens qui n'avaient pas accès à l'électricité, qui vivaient dans des conditions un peu terribles et qui donc vendaient leur rein comme moyen de subsistance. Je suis arrivée donc dans ce petit village pour recueillir leurs témoignages et je suis arrivée à la tombée de la nuit et ils venaient de recevoir une lampe solaire qui allait littéralement changer leur vie et la mienne aussi puisque j'ai posé plus de questions sur qui avait développé cette lampe solaire, comment ils allaient l'utiliser.
Et quand je suis rentrée à New Delhi, j'ai passé pas mal de temps à retrouver cet entrepreneur social et ça a été, le moment, le saut de l'ange pour moi en me disant: «Beh, j'ai vraiment très envie de faire parler de faire pardon, de mettre en lumière tous ces, sans jeu de mots, tous ces innovateurs, verts et sociaux» et c'est comme ça que, donc j'ai décidé d'arrêter de travailler pour, ces émissions et de partir faire le tour du monde à la rencontre donc de tous ces porteurs de solutions que j'appelle dans mon jargon les pionniers Shaman Go. Voilà, et c'est comme ça qu'effectivement, ça fait plus de 15 ans que je fais, le tour du monde pour, rencontrer, filmer, faire des portraits de 2 minutes 30, 3 minutes qui sont quotidiennement diffusés sur, TV5 Monde. Voilà. Alors ça, c'est le démarrage de Shaman Go et puis, aujourd'hui, grâce à toutes ces rencontres et donc ce réseau, international, hein, donc composé de pionniers, d'experts, de citoyens comme toi et moi, passionnés par la transition écologique, j'ai monté une école de la transition qui s'appelle l'école Shaman Go et qui permet, aux particuliers, aux entreprises, aux écoles et ben, de suivre nos modules de formation pour améliorer, en tous les cas, pour changer leur mode de production et de consommation et les rendre plus durables. Mais merci pour cette introduction déjà bien détaillée. Avant de détailler un petit peu justement ce que tu soutiens avec l'école Chamengo, on va rentrer un peu dans le détail après. Dans les reportages que tu faisais avant, tu avais déjà cette sensibilité à la protection du vivant, de l'environnement. Est-ce que ça t'est venu par simplement finalement les voyages et l'expérience de ces reportages, ou c'est quelque chose que tu as toujours eu et que du coup tu as réussi à incarner dans l'activité professionnelle que tu as menée et que tu mènes encore aujourd'hui du coup? Alors, effectivement, je dirais qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que, mes parents étaient bobos avant l'heure. Donc moi, j'ai pas eu de conversion à faire, comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Donc j'ai toujours été extrêmement sensible, à ces questions-là. Mes parents mangeaient bio, ma maman avait un jardin en biodynamie. Après, de par mon rôle de journaliste grand reporter, j'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde et il y a quelque chose qui m'a, beaucoup frappée, c'est que l'on se trouve, comme aujourd'hui, à Bordeaux en France ou, qu'on soit, à Puerto Varas, au fin fond de la Patagonie, ou Kirghizistan ou qu'importe. En fait, je rencontrais des personnes qui partageaient les mêmes préoccupations que moi. Et là, je me suis dit: «Il y a vraiment une conscience planétaire qui est en train d'émerger sur toutes ces questions-là» et donc je me suis dit: «Bah, c'est maintenant, il faut que je me lance et que je fasse, donc ma part du colibri», évidemment, puisque c'est une expression maintenant que tout le monde reprend. Ok, très intéressant. Bah, écoute, on peut développer un petit peu sur du coup l'école Chamengo. Le slogan de ton école, c'est se former au nouveau monde, le meilleur de l'innovation verte, sociale et sociétale au service d'un nouvel art de vivre. Euh, Est-ce que tu peux nous dire du coup en quoi consiste ce projet? Et en quoi pour toi c'est aussi intéressant de se consacrer à l'innovation verte, mais aussi aux innovations sociales et sociétales, et pas uniquement justement sur l'aspect environnement qui est très très populaire et très mis en avant aujourd'hui, mais il y a peut-être autant, voire plus de choses à créer dans les innovations sociales et sociétales, je pense, et tu le mets en avant dans les principes fondateurs de Chamango, donc j'aimerais qu'on développe un petit peu là-dessus. Oui, c'est vrai que pour moi, c'était, extrêmement important de pas, réduire la transition écologique à la décarbonation de l'économie. Pour moi, le changement de paradigme, de la société va bien au-delà, de la problématique du, dérèglement climatique, et des, gaz à effet de serre. Donc nous, on répond à 4 enjeux qui pour moi, correspondent au carré des crises, à savoir, donc la problématique de la santé, de l'emploi, mais plus largement de la création et de la répartition de la richesse créée. Après, de l'environnement, et dans l'environnement, il y a aussi la biodiversité et puis la solidarité
avec la problématique de ceux qui n'ont pas le droit à la parole, que ce soit les êtres vivants qui ne sont pas doués de parole, mais aussi les générations futures qui ne sont pas encore arrivées sur Terre. Et donc tout ça donne les 4 valeurs de Shaman Go qui correspondent à notre boussole et donc qui fait qu'on essaye de cultiver au quotidien une philosophie de vie sur ces 4 valeurs qui sont prendre soin de soi, créer dans l'éthique, préserver la planète, s'engager pour les autres. Donc pour moi, c'est extrêmement important à chaque fois dans les actes de la vie quotidienne de se poser ces 3 questions. Est-ce que c'est bon pour sa santé, à la fois physique et mentale? Est-ce que quand j'achète quelque chose, la création de valeur correspond à mes valeurs? Donc, est-ce qu'il y a une répartition équitable, on va dire, de la valeur créée? Bon, après, sur l'environnement et sur la solidarité au sens large, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment très important pour moi de toujours se poser ces 4 questions-là. Après, c'est difficile hein, de cocher les 4 cases à chaque fois. Et je ne le fais pas et je suis pas exemplaire. Et finalement, ce que moi ça m'apporte, d'abord, c'est d'essayer de tendre vers ça, et ensuite, d'être très tolérant, parce que c'est très difficile d'y arriver. Et donc, c'est impossible de jeter la pierre à nos proches, à nos amis, aux gens qu'on rencontre, parce que c'est difficile. Mais c'est vrai que j'ai cette boussole Shaman Go, et ensuite donc on essaye d'appliquer donc cette philosophie de vie à travers 8 activités de la vie quotidienne qui sont se nourrir, se loger, s'habiller, se soigner, se déplacer, communiquer, se divertir et s'entraider. Et donc qui à la fois pour moi recoupe des activités de notre vie personnelle, quotidienne et également professionnelle. Et donc la façon dont tu mets en action ça, que tu mets en lumière ces intentions, c'est via donc le projet Shamengo qui regroupe, si j'ai bien compris, plusieurs axes. Une partie formation ou les vulgarisations pour diffuser un petit peu les apprentissages, les connaissances au plus grand nombre autour de toi. Une partie aussi communication via tous les reportages que tu as pu faire ou que vous faites encore pour faire découvrir les innovations dont tu parles. Et Mmh. puis aussi, quelque chose que je voudrais qu'on développe, c'est une partie de lieu démonstrateur à travers l'appart école Chamengo que j'ai eu la grande chance de visiter il y a quelques semaines. J'ai trouvé que c'était un lieu un peu magique et très inspirant où enfin, tu vas le décrire, mais dans lequel justement tu essayes de mettre en pratique toutes les recherches et les innovations que tu développes avec le projet Chamengo. Est-ce que peut-être tu peux nous parler justement de Mmh. ce lieu particulier qui fait partie du centre du process, et après on va même parler d'un autre lieu qui est en Mmh. devenir. Donc l'appart école, c'est un lieu qui, quand on l'a acheté, c'était un petit espace extrêmement délabré, et quand je dis extrêmement délabré, qui était une ruine, et qu'on a transformé. Alors d'abord avec une surélévation. Aujourd'hui, l'appartement fait un peu plus de 100 mètres carrés. Avec un rooftop, et on l'a donc éco-rénové. Alors pas aussi éco que ça, parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui marchent pas trop bien, mais quand même, avec une vingtaine d'innovations, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment super chouettes. Donc quand les gens viennent, comme toi, tu es venu, il y a quand même pas mal de choses que l'on peut montrer. Et justement, est-ce que tu peux nous citer quelques innovations qui sont liées au bâtiment, à l'habitat, soit sur le mode constructif, soit sur l'agencement, les revêtements que tu as pu utiliser, que j'ai pu voir lorsque je suis venu? Alors il y en a plus d'une vingtaine, hein, donc on va peut-être pas toutes les citer. Spontanément, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Comme il fait pas hyper chaud, j'ai envie de parler du chauffage, du radiateur à infrarouge lointain, puisque c'était impossible de mettre des panneaux solaires dans un secteur classé. Que voilà, donc on a utilisé ce moyen de chauffage qui est extrêmement agréable,
parce qu'on a l'impression d'être à côté d'un feu de cheminée. C'est un radiateur qui est très, très peu connu en France, qui est très utilisé en Autriche et en Allemagne. Et donc nous avons testé. Je dirais, si je devais résumer l'intérêt de ce radiateur versus les grille-pains qui chauffent l'air, c'est que là, ça chauffe pas l'air, ça chauffe les matières et notamment donc les corps. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc là, bah, il fait 19 degrés, mais il fait quand même très bon parce que ça chauffe les surfaces et les corps. Euh, Là, je peux regarder l'escalier qui se trouve juste en face de moi. On a fait appel. Donc, alors, le radiateur, c'est Herschel, hein. L'escalier, c'est Roncaré. Donc, le radiateur, c'est des Anglais. L'escalier, ce sont des Grenoblois qui sont des artisans qui, depuis de nombreuses années, montent des escaliers chez les particuliers et ont, à un moment donné, dit mais en fait, le seul truc que Ikea ne fait pas, c'est monter soi-même son escalier en kit. Et donc, ils ont mis au point un logiciel assez sophistiqué pour pouvoir faire tous les calculs, pour pouvoir faire un escalier sur mesure et après à monter, à assembler en kit. Nous, on n'a pas osé. Donc, on a fait appel à un artisan, enfin, on a été aidé par un artisan. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Et bah, c'est des lignes très épurées. Du reste, c'est drôle de voir que parmi les principaux clients de Roncaré, ce sont des Bordelais, parce que ça fonctionne extrêmement bien dans le vieux Bordeaux. Dans le vieux Bordeaux, c'est très aérien, c'est très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup la ligne, hein, c'est très épuré. Et cerise sur le gâteau, c'est très bon marché. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième innovation. Qu'est-ce que je pourrais donner? Ici aussi, on a mis de la peinture. Alors qu'elle a changé le nom de la peinture parce que la boîte a été revendue et je ne me souviens plus du nouveau nom de la peinture. C'est une peinture qui fonctionne sur le principe des quand on a froid l'hiver et qu'on met des gants avec des chaufferettes. Donc en fait on ouvre le paquet et puis il y a de la chaleur et qui a été emmagasinée et ça nous permet de nous réchauffer les doigts. Et ben cette peinture elle fonctionne exactement de la même manière. Elle va capter la chaleur et elle va la restituer au moment où la température baisse dans la pièce. Et idem l'été, quand il y a trop de chaleur, euh, elle va redonner de la fraîcheur. Et c'est vrai que ici, donc, on est sous les toits. Cette peinture, elle a été donc elle a eu tous les labels et notamment ils ont fait des tests qui étaient vraiment intéressants où ils se sont rendus compte qu'il y avait entre 1 à 2 degrés d'écart avec cette peinture. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est une peinture qui permet en fait d'écréter la chaleur et ça c'est extrêmement agréable. Donc de capter de la chaleur et de la restituer ou capter de la fraîcheur et de la restituer au moment opportun. Et en plus, elle est dépolluante. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Puisque on sait, et tu le dis dans tes cours, et je le dis aussi dans mes cours, que l'air intérieur est entre 5 et 7 fois plus pollué que l'air extérieur, notamment à cause des émissions de CO2. Et donc, ces particules qu'on voit pas, cette peinture, elle a l'intérêt de pouvoir les absorber et de ne pas polluer notre intérieur. Voilà les trois exemples que je pourrais citer parce que je les vois, mais une fois de plus, il y en a une vingtaine d'autres. Je me souviens d'un revêtement mural en, en pierre reconstituée, si je dis pas Oui. de bêtises, que Mm. j'avais trouvé, en tout cas sur le moment, intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler Mm. aussi, peut-être? Donc ça, c'est le procédé Minnéalite, c'est un pionnier Chamengo. Donc ce monsieur, il se trouve en Picardie et il est capable de refabriquer de la pierre à froid.
grâce à un procédé qu'il a baptisé la lithosynthèse et qui permet d'agréger, donc je dis bien à froid, de la poudre minérale et même de la poudre végétale. Personne d'autre est capable de faire ça aujourd'hui. Et donc, dans la cuisine, on a fait tout un revêtement au-dessus de la table de cuisson qui est fait avec ces pierres. Et ça va me permettre d'aborder justement le projet de la maison école, puisque après l'appart école, on a on est propriétaire d'une très vieille bâtisse. Et donc là, on va éco-rénover cet endroit avec encore plus d'innovation qu'on en a mis ici à la part école. Et on va notamment donc utiliser la méthode de François van den Ries, donc ce pionnier qui a inventé le procédé Minéalith. Alors pour faire déjà de l'isolant à partir de liège. Donc là, on a lancé une opération Mon Petit Bouchon. On est en train de collecter à Bordeaux, dans des bars, dans des restaurants, dans des châteaux, des bouchons en liège et que l'on va agglomérer grâce à son procédé et qui va nous permettre de faire une isolation sur le sol parce que quand on a commencé, alors c'est vraiment extrêmement dégradé sur place. On part de très 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 loin et on a commencé à voir un peu ce qu'il y avait quand on a fait le diagnostic et on a cassé on a voulu voir ce qu'il y avait sous le carrelage du rez-de-chaussée. Ben, il y avait un demi centimètre de carrelage et aller une chape de béton de même pas 2 centimètres et puis après c'était la terre. Donc là on est en train de tout enlever, de tout décaisser pour justement pouvoir faire un hérisson et mettre cet isolant dessus puisque ce qui va être intéressant pour nous, c'est que cette maison, elle est en bordure de Garonne et elle est en zone archi inondable. Donc là, on s'est dit bon bah alors nous, on va adopter finalement une stratégie qui pour nous est celle qui dans les années à venir sera à mon avis la plus importante à adopter, qui est celle de non pas essayer de retenir l'eau et d'éviter que l'eau rentre dans la maison, mais plutôt céder à l'eau. Donc nous, on se dit ben il y a de fortes chances, même si ça n'a jamais été le cas, mais on sait qu'avec le réchauffement et le dérèglement climatique, il y aura certainement de l'eau un jour. Donc nous, on adopte la logique de céder à l'eau. D'où le fait que le seul isolant hydrofuge, c'est le liège, et c'est pour ça qu'on va en mettre un sur la dalle donc du rez-de-chaussée. Donc ça va être extrêmement intéressant. Et puis dessus, on va faire une dalle également en laitier activé avec Minéalith. Donc le laitier, c'est un sous-produit de l'industrie sidérurgique pour justement ne pas prendre de ciment, etc., etc. Et donc, ces deux exemples-là, déjà, je pense qu'on sera déjà avec 2 premières mondiales parce que ça n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment faire la rénovation de cet endroit en mode atelier collaboratif, chantier collaboratif, hein, et je pense qu'on va apprendre mutuellement, enfin tous les gens qui vont participer, que ce soit nos pionniers, que ce soit nos experts, que ce soit enfin tous les gens qui auront envie de venir, les membres de ta communauté. Je pense qu'on va apprendre énormément de choses et on joue le jeu parce qu'on s'est rendu compte que en fait sur l'éco-construction c'était très souvent donc dans des maisons, je dirais propriétés de particuliers que l'on peut vraiment innover dans tout ce qui est ERP, établissement recevant du public. En fait, il y a une législation qui est tellement contraignante que les gens ils ne veulent pas sortir des sentiers battus et que ce sont vraiment les particuliers qui permettent finalement à la profession et à la construction dans son ensemble d'innover. Et donc, ça va faire partie de nous, de notre pierre à l'édifice, de comment on construit d'une manière beaucoup plus durable, hein, puisque dans les modules de formation, j'ai des exposés vidéo, hein, c'est des shoots d'informations de 26 minutes, 52 minutes, où je fais un état de l'art, et notamment sur le domaine de la construction, et ça fait froid dans le dos. Donc oui, je pense que c'est essentiel de sortir du tout béton
On en est encore loin et nous, on participe, on va dire, à cette sensibilisation, comment, on comprend pourquoi, il faut en sortir et puis surtout on découvre toutes les alternatives et puis on les teste et puis, c'est, retour d'expérience. La semaine dernière, on est allé filmer un pionnier Chamengo qui va participer au chantier de rénovation et qui va nous, fournir, pour l'isolation des murs qu'on va faire en béton végétal projeté et donc on va utiliser, de la chènevotte, de chanvre, donc il va nous fournir et c'est incroyable parce que donc lui, il a une usine qu'il a faite entièrement, en béton végétal, projeté et il a une chambre froide puisqu'en fait, le, hem il stocke le chanvre, hein, que ce soit la graine ou que ce soit la chènevotte ou les autres, parties, du chanvre, dans et c'est donc il a une chambre froide de 300 carrés et ce qui est complètement dingue et je crois que c'est le seul à avoir ça aujourd'hui, c'est que, il fait 1 degré et je peux en témoigner parce qu'il faisait vraiment froid quand on y est allé et on n'est pas resté hyper longtemps. Il fait 1 degré dans sa chambre froide et il ne chauffe pas. Grâce à l'isolation en chambre, donc il chauffe peut-être un tout petit peu pour maintenir la température, mais déjà entre son ancienne usine et celle-là, il dit qu'en termes de consommation énergétique, c'est du rapport de 1 à 10. Donc c'est vraiment, extrêmement intéressant. Et donc c'est le but de Chamengo, quoi. C'est vraiment, d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de ceux qui veulent faire différemment et notamment, dans ton domaine de prédilection, hein, l'éco-rénovation, de parler de ceux qui ont fait et puis de voir si ça marche, si ça marche pas. Et puis, bah, permettre, une fois que la maison école, sera terminée, bah, de continuer à proposer, des expériences immersives, hein, de pouvoir, voir, en grandeur nature, ces innovations et puis, au quotidien de les utiliser. Ouais, c'est super, je trouve cette force du coup que tu as et que vous avez avec le projet Chamengo de pouvoir diffuser les innovations et les expériences. Parce que c'est vrai que comme tu le dis, et c'est aussi ce que je remarque, les innovations dans l'habitat au niveau environnemental, c'est souvent des initiatives des particuliers, Mmh. pour les raisons que tu as citées, et puis parce que voilà, quand on fait son propre projet, souvent on a plus de liberté, moins de friction, etc. On peut tester des choses. Mais du coup, ça a tendance à rester un peu cloisonné à l'échelle privée. Mmh. Et ce qui est bien, je trouve, avec l'appart école Chamengo ou la maison Chamengo, c'est que à la fois, c'est des initiatives de cet ordre qui permettent des explorations et en même temps, ça va pouvoir être diffusé, communiqué pour, euh, pour inspirer, pour Mmh. faire des retours d'expérience. Donc ça, c'est très chouette. Il y a une autre innovation que j'avais bien aimée quand j'avais visité l'appart école. C'était la terrasse, la Mmh. toiture végétalisée. C'est intéressant parce que, bien sûr, la nature en ville, on en manque un peu tous et c'est un vrai sujet. Mais souvent, quand on travaille sur des projets de toiture végétalisée, il y a des grosses contraintes de poids, de surcharge sur la structure, encore plus en rénovation quand la structure initiale, elle n'a pas du tout été prévue pour ça. Mais même dans le neuf, c'est un argument qui revient souvent que voilà, faire des jardins suspendus, ça engendre des charges structurelles qui sont très fortes et du coup, soit on peut toujours le faire techniquement, mais ça coûte plus cher, donc ça peut être un frein. Et dans l'innovation que tu as mis en avant sur donc le rooftop de l'appart école, c'est une toiture végétalisée qui a la caractéristique d'être très peu épaisse et du coup moins lourde. Est-ce que tu veux nous en dire un mot aussi? Bien sûr. Alors, celui qui l'a installé, c'est un pionnier qui s'appelle Philippe Wacky, c'est un double pionnier chez Mengo. Donc c'est un monsieur qui, œuvre dans le monde du végétal depuis, 40 ans, je pense et qui a mis, au point une première innovation qui s'appelle le Polyterre. Donc qui ressemble à un grain de riz et qui a la capacité, d'absorber jusqu'à 500 fois, son poids en eau et donc ça permet alors c'est entièrement son produit est entièrement biodégradable. Il a tous les certificats, notamment en Allemagne, et en Autriche qui sont encore plus, stricts sur la certification bio. Voilà, de pouvoir
permettre à la plante, et c'est vrai qu'on l'a vu, on a suivi, on est allé dans plein d'endroits hyper intéressants où on peut donc ne pas avoir beaucoup d'eau et avoir donc ce polytère hein, qui permet à la racine de la plante de s'enrouler autour hein, et puis de descendre en profondeur. Et bah, quand il n'y a pas d'eau, ça peut lui permettre de survivre plus longtemps que quand il n'y a pas du tout d'eau. On voit aussi qu'il y a des vers de terre qui se recréent autour. Enfin, il y a tout un écosystème, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc lui, il a déjà mis au point ça. Et grâce à ça, il a mis au point donc une autre innovation qui s'appelle Sky Verde, mais qui s'appuie sur ce polytère pour pouvoir, alors qui est un peu différent, qui a une formule chimique, lui garde tout secret, qui permet effectivement d'avoir des toitures végétalisées, donc celle qu'on a et qui se trouve juste en face de moi et que tu as vue. Effectivement, elle n'est pas plus épaisse que 9 centimètres d'épaisseur. Et surtout, ce qui est complètement dingue, c'est que je crois que c'est le seul, à mon avis, au monde à être capable de faire une toiture végétalisée si peu épaisse avec une palette végétale aussi importante. Et là, c'est vrai que c'est incroyable toutes les plantes qu'on a et généralement, en fait, en gros, tu l'as bien résumé, la problématique des toitures végétalisées, c'est soit on a prévu de mettre évidemment de la terre et beaucoup de bacs. Et donc là, on peut avoir suffisamment de terre pour que les racines puissent se développer. Mais ça veut dire effectivement, en dessous, il faut que ce soit très, 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 très solide. Surtout que quand il pleut, il y a les plantes, la terre, plus la pluie. Ou sinon, on n'a pas la possibilité et donc on met de la toiture végétalisée qui est effectivement peu profonde, mais en gros, à part le sédum, on met pas grand-chose d'autre. Et là, c'est vrai que je pense que c'est la première fois que sur si peu d'épaisseur, on peut mettre autant de plantes. Et puis je me suis vraiment amusée à en mettre énormément et, heu et elle se porte, plutôt très bien. Après, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, c'était une première mondiale. Personne d'autre au monde n'a ce procédé-là, ça c'est certain. Et donc c'est pas du tout homologué. Et ce qui était intéressant, puisque c'est vrai que c'est un appart école laboratoire ou c'est une maison école laboratoire. Donc soit on met, j'ai cité, le radiateur infrarouge lointain, ça c'est, une innovation qui est mature, qui a tous les tampons de certification, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est de mettre en exergue soit des innovations qui sont matures, soit des protos, encore que c'est pas connu, le radiateur à infrarouge lointain, on reçoit des personnes à l'appart si vous avez envie de venir, venez. Qui disent ah mais on a vu mais on connaît pas, c'est pas vendu dans le public. Donc là on leur dit bah venez voir. Donc ça a quand même un intérêt. C'est que même si c'est une innovation mature, on a envie de la voir et de l'expérimenter en vrai. Après, on a des innovations qui sont pas nécessairement matures, qui viennent juste d'être mises sur le marché, et d'autres qui ne sont pas mises sur le marché, comme Sky Verde. Donc là, aujourd'hui, c'est impossible d'acheter. Il y a aucune homologation et puisque on reçoit à la fois des professionnels, des particuliers, des écoles, enfin vraiment toutes les personnes qui ont envie de s'intéresser à ces questions-là. Et je sais que donc on a un partenaire qui est venu avec tous les pontes de la de tout ce qui était toiture végétalisée. Ils sont venus. Et eux, ils en vendent des kilomètres et des kilomètres. Ils ont dit, oh là là, c'est impressionnant. Mais évidemment, et c'était intéressant. Ils ont dit, bon, alors, nous, à titre, pour nous, chez nous, ah bah, tout de suite. Et après, il y a encore, à mon avis, encore un long bout de chemin pour que ce soit homologué. Après, ils ont posé plein de questions en disant, ah ouais, mais il faut que ce soit des blocs. Là, c'est trop compliqué à mettre en place. Moi, je trouve pas. Mais bon, voilà. Et puis aussi, dans les retours d'expérience, il y a Philippe Waki qui nous a dit, ben, en fait, on met rien.
On met aucun système d'irrigation et normalement, ça doit tenir en arrosant un petit peu. On l'a mis il y a 1 an, en octobre dernier, ça s'est développé enfin en septembre, ça s'est super bien développé. Printemps magnifique, bah, c'est quand les gens ils sont venus là, c'était incroyable, il y avait des fleurs partout et puis à partir de juin, ah bah, alors là, on est parti, heu, 15 jours hein, et puis c'était là où il a pas du tout plu, enfin on est parti plus de 15 jours. On est rentré, il y avait 25 des plantes qui étaient mortes. Heu, on les a fait un peu repartir, pas toutes, mais presque toutes. Mais c'est là où on s'est dit: «Bon, alors le truc, sans système d'irrigation, non». Donc nous, on a mis un petit système avec des petites buses qui ils sont hyper légères, hein, donc ça pèse rien et alors là, pour le coup, c'est nickel de chez nickel et tout l'été, aucun problème, quoi. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir, comment, effectivement on améliore, les innovations. Après, je sais pas, si un jour elle arrivera sur le marché parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ce soit cette innovation-là ou, celle, dont tu souhaitais que je parle, sur le procédé Minéalite, c'est extrêmement, extrêmement long. C'est un enfer sur terre pour les porteurs de solutions, donc en l'occurrence les pionniers Chamengo. Et là, pour le coup, avec François, je suis super bien placée parce que ça fait 2 ans et demi qu'on le suit pour faire un 52 minutes sur lui. Sur des produits de construction, mais qui sont révolutionnaires. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une innovation de rupture, mais magistrale. Du reste, quand je parle de lui, je dis le béton a été inventé en France par plusieurs du reste français et je pense que le matériau qui va succéder au béton est également inventé en France. Mais alors c'est un chemin de croix pour tous ces innovateurs parce que voilà, la législation est extrêmement, extrêmement, je dirais, tatillonne pour des bonnes et des mauvaises raisons. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Voilà. Et donc c'est très, très, très long et très fastidieux de mettre, un nouveau produit sur le marché. Ouais, et ça c'est sûr que les monopoles actuels sont tenaces et défendent leur Mmh. position, notamment dans le domaine du bâtiment. On le voit aussi sur tout ce qui est isolant, tous les isolants biosourcés, bon, qui se sont beaucoup développés ces dernières années, c'est tant mieux, et c'est aussi grâce à des nouvelles réglementations qui poussent dans ce sens-là. Mais c'est vrai que, bah, comme dans tout secteur d'activité, il y a des conflits d'intérêts et dans le bâtiment aussi, bien sûr. Ah bah là Euh, sur, Wateco qui est un pionnier, Chamengo, hein, Thierry, Tonioti. Alors lui, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça a été le premier. Enfin, il a fait partie des premiers en France à donc développer, donc l'isolation en ouate de cellulose et il nous a raconté énormément de choses sur justement le combat, pot de terre contre pot de fer, pour, réussir à imposer, son isolant et ça a été le premier surpris parce que lui, en fait, il a vécu, avant de rentrer en France pour développer justement, Wateco, il avait vécu, près de 7 ans ou 8 ans aux États-Unis et en fait, cet isolant-là existe presque depuis un siècle, puisque c'est un sous-produit de l'industrie papetière et des journaux. Si tu es allé aux États-Unis, c'est vrai que systématiquement, tu ouvres ta chambre d'hôtel et tu as le journal donc, qui est posé devant ton pas de porte. Donc, en fait, ils ont toujours eu des quantités astronomiques de papier dont ils ne savaient pas quoi faire. Et c'est la raison pour laquelle il y a près d'un siècle déjà, ils ont utilisé ce déchet pour en faire un isolant de qualité, puisque c'est de la cellulose de bois finalement. Et donc, on peut pas dire que c'est un nouveau produit, c'est une industrie, on va dire plus que archi mature. Et ben, quand il est arrivé en France, tu as tous les géants que je ne citerai pas de l'isolation classique comme par exemple en laine de verre, qui ont tout fait pour, justement mettre des bateaux dans les roues, et ça a été extrêmement long de mettre, donc sur le marché, cet isolant en France. je mettrai des illustrations sur les articles qui vont accompagner l'épisode, et notamment bah, des innovations dont tu viens de parler, et puis de la terrasse toiture végétalisée. Il y a aussi un magnifique mur végétal dans Mmh mh. l'appart école. J'invite les personnes que ça intéresse
de venir voir. Je te propose qu'on aborde la dernière partie du podcast pour parler de choses peut-être un peu plus personnelles. J'aime bien demander aux invités quels sont les lieux qui les inspirent et pourquoi. Toi, tu as beaucoup voyagé avec ton activité, tu as dû voir beaucoup de façons d'habiter différentes, même si aujourd'hui on a l'impression que tout le monde peut-être habite dans les mêmes tours ou les mêmes maisons, c'est pas tout à fait le cas et tu vas pouvoir nous partager ton retour d'expérience. Quels sont les lieux, du coup, toi, Catherine, qui t'ont particulièrement inspiré et pourquoi? Alors, évidemment, immédiatement, quand tu me poses cette question, je pars en Inde, à Chandigarh, au Rock Garden, qui a été donc réalisé par Nek Chang. Nek Chang, c'est un pionnier Shaman Go qui aujourd'hui est décédé. C'était notre doyen. On a fait son interview, il avait plus de 90 ans. Nek Chang, c'était un contremaître qui avait été engagé dans les années 60 pour construire donc de toutes pièces sur les plans de Le Corbusier une ville de 500 millions d'habitants, 500 000 pardon habitants, mais maintenant il y en a peut-être 10. Voilà, ils ont vu un point sur la carte, ils ont dit on va, comme les villes nouvelles en France, on va construire une nouvelle ville. Et donc, fidèle, on va dire, à la ligne architecturale de Le Corbusier, donc que du béton, que des lignes très rectilignes. Parce que moi, je suis pas du tout fan hein, de Le Corbusier, mais je respecte ceux qui le sont. En tous les cas, donc lui, il était simple contremaître et lui, il avait un univers très différent de l'architecte en chef. Mais il n'avait pas d'argent, c'était un pauvre contremaître. Et donc, il a commencé à récupérer donc sur les chantiers, parce une ville de plusieurs États hein, qui sortait de terre. Il a récupéré énormément de choses, des bidets qui étaient cassés, des assiettes, des ampoules, enfin que sais-je. Et donc, il a commencé à faire son petit paradis. Et en gros, c'est facteur cheval fois 1000. C'est-à-dire qu'il a fait une œuvre qui est faite uniquement à partir donc de débris de chantier qui aujourd'hui, alors c'est à la fois un immense jardin, mais il y a des fontaines, il y a des structures dans lesquelles on peut aller. Le Rock Garden, c'est quand même c'est le deuxième lieu le plus visité après le Taj Mahal en Inde. Donc, c'est vrai que c'est complètement incroyable. L'endroit est totalement incroyable. Si tu n'y es pas allé, si les gens qui nous regardent n'y sont pas allés, il faut y aller. Et j'ai eu, nous avons eu, avec Denis, mon conjoint, la chance incroyable de pouvoir faire son interview. Et c'est là qu'est née l'idée de faire un lieu de vie avec les innovations de Pionnier Shaman Go. Je me suis dit, mais finalement, moi, je passe mon temps à rencontrer des personnes, que ce soit dans la construction ou dans les usages. J'ai plein d'innovations à montrer et ce serait absolument génial de faire ça. Et quand je vois que lui, il est parti de rien et que moi, je n'y connais rien, ça m'a fait pousser des ailes. Et c'était trop, trop, trop mignon. Parce qu'à la fin de l'interview, je lui dis, mais ça y est, il y a la révélation. Et je lui explique, mais de manière la plus spontanée possible, ce que j'ai envie de faire en l'écoutant. Et lui me dit, mais c'est un magnifique projet et je serais très heureux d'y contribuer et de venir faire des statues là-bas. Entre-temps, malheureusement, il est décédé, mais c'est vrai que avec rien, on peut faire beaucoup. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important. Et je resterai en Inde parce que comme tu l'as mentionné, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier et donc c'est peut-être des références qui sont moins citées que plein de choses dans d'autres villes. Il y a un autre pionnier qui est incroyable, on a fait un 26 minutes sur lui,
c'est Bunker Roy et le Berkfoot College. Donc Bunker Roy, il a monté l'université des va-nu-pieds, hein, parce que si j'ai fait la traduction littérale française, c'est effectivement celle que l'on pourrait mentionner. Et donc lui, il est au Rajasthan, dans un petit village qui s'appelle Tilonia. Et l'idée, c'est de permettre à des gens illettrés de pouvoir se former à des métiers qui sont traditionnellement réservés, surtout dans les pays développés dont on fait partie, à des gens qui ont fait des études supérieures, et notamment le métier d'architecte. Et lui, il dit, mais pas du tout. En fait, de tout temps, on a construit sans avoir des bacs plus 5, bacs plus 10. Et donc, lui, il a fait donc son université avec que des gens qui ne savaient à peine lire et écrire, et donc avec lesquels il a travaillé pour fabriquer son université. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, il a un programme phare qui donc fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Il reçoit des femmes de régions les plus reculées au monde qui vont se former pour devenir ingénieurs solaires et donc apprendre à fabriquer des panneaux solaires et surtout les entretenir. Parce que sur toute la problématique de l'électrification des pays émergents, en photovoltaïque, c'est que s'il y a des programmes où les gens, ce qui est rarement le cas parce qu'ils veulent pas aller d'abord très loin, il n'y a pas de rentabilité économique, mais admettons qu'il y ait des grandes institutions, style les Nations Unies qui financent un programme. Alors j'en ai vu des milliers et des cents hein, de ça, hein, donc ça, de mes yeux vus. Hein. Donc on électrifie un village avec des panneaux solaires et puis les panneaux tombent en panne et puis personne n'est capable de les réparer et puis ils restent là et puis on n'en fait rien quoi. Et donc c'est vraiment comment on peut à la fois les fabriquer et surtout assurer la maintenance. Donc ça c'est vraiment extraordinaire. Voilà, comme je suis très bavarde, je vais peut-être m'arrêter à deux exemples, mais ça c'est vrai que c'est deux exemples dans le domaine de la construction qui pour moi sont extrêmement inspirants. Génial. Si tout était possible, à quoi ressemblerait toi ta maison idéale? Est-ce que tu sais l'imaginer? Est-ce que c'est déjà peut-être ce que tu es en train de créer avec la partie École Chemengo ou la maison École Chemengo? Ça ressemblerait à quoi en termes de matériaux, peut-être d'environnement proche, d'architecture? Alors moi, clairement, tu l'as dit, c'est vrai que je suis en train de construire pas à pas ma maison idéale avec les moyens du bord. Donc que ce soit l'appart hein, ou la maison, c'est clair qu'il y a une identité très forte puisque c'est moi qui ai fait tout l'aménagement intérieur et que c'est décoré à mon goût. Donc pour moi, évidemment. C'est bah, une architecture bioclimatique, hein, évidemment, mais ça c'est peut-être pas très original de le dire, donc éco-conçu. Je mettrais l'accent. Alors moi, j'ai une passion qui vient de ma grand-mère qui avait la chance d'avoir une sublime propriété avec un jardin absolument sublime. Et quand j'étais petite, j'étais dans ce jardin-là et donc j'aime les plantes, mais d'une manière très, 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 très forte, quoi. Et donc comme je n'ai pas les moyens que ma grand-mère a eu et que j'ai toujours vécu en ville dans des petits appartements, enfin en tous les cas pas très grands, il faut que les plantes rentrent à l'intérieur. Hein. Donc moi, je mets des plantes absolument partout. Et donc, évidemment, au-delà de matériaux comme le bois, et ce qui est très important pour moi, c'est tout ce qui a trait à la neuroarchitecture et à la biophilie. Donc, que ce soit le mur végétal, la terrasse végétalisée, mais tout ce qui est autour de moi, c'est comment la nature est omniprésente.
omniprésente à l'intérieur, puisque je n'ai jamais eu de jardin. Donc, elle est dedans. Elle est dedans et ici, je dis que c'est un jardin sous les toits et sur les toits. Alors, à la traîne, là où on va faire notre maison, on a un petit peu de terrain, mais c'est pas très grand. Donc, on va pouvoir profiter quand même d'avoir de l'espace extérieur. Mais pour moi, c'est ça. Donc, comme par exemple, pouvoir faire rentrer la nature à l'intérieur de l'espace, c'est effectivement mettre des salles de bain, ce que j'ai pas pu faire ici. Balinaises, je suis fan des salles de bain balinaises, hein, et donc comme on a l'impression d'être dans un jardin d'Éden, hein, où en fait on peut prendre sa douche comme si on était à l'extérieur. Et donc j'ai très envie de mettre une verrière au-dessus. Mais comme Patrick Blanc, hein, Patrick Blanc, le créateur des murs végétaux, qui est quelqu'un que je connais bien parce que j'ai fait un 90 minutes sur les jardins pour zone interdite et je l'ai suivi en Thaïlande pendant assez longtemps et que je suis allée plusieurs fois chez lui. Et, il a exactement ça. Il a une salle de bain qui est complètement dingue parce que voilà, il a des murs intérieurs. Enfin, le truc est complètement fou. J'aimerais bien faire un peu ce que fait Patrick Blanc aussi. Donc voilà, si je devais résumer, mon habitat idéal, c'est de mettre le vivant euh, très 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 présent à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis voilà, se sentir bien. Pour moi, c'est peut-être très féminin, mais l'intérieur. Pour moi, où j'habite, c'est la fameuse troisième peau dont tu parles. Et pour moi, c'est l'extension de ma personnalité. Donc, quand on voit où je suis, on comprend qui je suis. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. On arrive à la fin du podcast. J'ai l'habitude de poser deux petites questions à mes invités. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être tout à fait sur les sujets dont on vient de parler, mais ça peut être aussi un roman qui t'a particulièrement inspiré. Alors, comme tu me l'avais demandé et que ma bibliothèque est juste à côté, juste avant de démarrer l'enregistrement, j'ai pris 3 livres que je trouve assez intéressants. Je l'ai pas encore lu. Enfin, si, j'ai commencé à lire. Ouais, j'en suis là. La ville stationnaire hein, de Philippe Biwix et un collectif. Je ne connais pas Sophie Jantet et Clémence de Selva. Mais je pense que c'est très intéressant parce que j'ai lu tous les autres livres de Biwix et que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Je ne l'ai pas nommé, mais il y a une personne qui pourrait être intéressant aussi, c'est les principes du vivant de Gilles Chapelle. Après, il y a alors mon amie Isabelle Delannoy, c'est l'économie symbiotique. Donc c'est pareil, comment effectivement on l'économie de demain et donc notamment dans la construction, s'inspire des principes du vivant et essaye de développer des relations symbiotiques, donc gagnantes entre ceux qui s'unissent. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est ce que j'essaye de faire dans l'école Shaman Go. Et puis, le troisième livre que je recommande, que j'ai beaucoup aimé, c'est Cerveau et nature de Michel Le Van Quen. Le sous-titre, c'est Pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde. Je pense que ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire l'importance de la neuroarchitecture, de la biophilie. J'aurais pu aussi citer le livre Biophilie qui est là, mais je pense que celui-là il est plus accessible pour démarrer. Et donc ces 3 livres, en gros, hein, c'est comment effectivement on construit et on habite le monde autrement, en étant beaucoup plus connecté à la nature et au vivant. Génial, merci pour les partages. Je mettrai les liens vers ces ouvrages dans les notes de l'épisode. La deuxième petite question, c'est as-tu une citation qui te vient souvent à l'esprit? Ou si tu pouvais écrire une phrase sur un panneau ou un écran visible par des millions de personnes, qu'est-ce que cette phrase dirait?
Je dirais Spinoza, parce que il m'habite au quotidien. Tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur Chamengo? On a le site qui doit être réactualisé, qui est toujours pas réactualisé, donc voilà. Et puis après les réseaux sociaux. Et il faut venir à l'appart, nous voir, école, participer au chantier collaboratif si on en a envie, qu'on soit sur Bordeaux ou pas Bordeaux. Voilà. Et je pense que c'est pas trop compliqué de nous trouver. Et si les personnes, effectivement, qui regardent ton podcast ont envie de participer à l'aventure, parce que c'est vraiment une aventure, donc on sait où on a envie d'aller, mais la manière dont on y va, elle est toujours imprévisible. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une aventure, mais qui apporte énormément de satisfaction. Donc, je pense que c'est pas très compliqué de nous retrouver si on a envie de participer à l'aventure Chamengo. Et je te Ok. remercie de m'avoir écrit que tu souhaitais y participer Bah, avec plaisir, ouais. Merci, et contribuer. merci beaucoup pour ton partage. Et puis effectivement, je vais continuer à suivre avec grand plaisir et grand intérêt l'aventure Chamengo et puis notamment les travaux de la maison Chamengo qui sont pas très loin de là où je suis. Donc merci encore Catherine pour tous ces échanges. Et puis Merci je te beaucoup souhaite à toi. le meilleur pour la suite. Merci à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique Accompagnement. lacaserobinson.fr/programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.